Bonjour, c'est Stéphanie. Bienvenue sur le podcast Tu joues ou quoi, dédié à l'univers du jeu de société. Suivez-moi, je vous emmène dans les coulisses, à la rencontre des acteurs de ce monde très créatif. Cette semaine, j'ai rendez-vous avec Antoine Prono. Il a signé son premier jeu chez Funforge. Runemasters est un tower defense coopératif dont la sortie est prévue en début d'année 2024. Même s'il est un jeune auteur, Antoine Prono n'est pas un novice dans le monde ludique. Il exerce le métier de traducteur de jeux de société depuis de nombreuses années. J'ai rencontré Antoine lors d'une présentation de son jeu sur le stand de Funforge cet été au festival Paris et Ludique. Je reçois sur le podcast aujourd'hui Antoine Prono, donc auteur de Runemasters, voilà, sur le stand de Funforge. Nous sommes à PEL 2023. Bienvenue sur ce podcast. Bonjour. Avant qu'on démarre sur l'histoire du jeu, est-ce que déjà tu peux nous pitcher Runemasters en quelques mots ? Oui, alors Runemasters, c'est un tower defense coopératif. C'est-à-dire que chaque joueur va incarner un gardien du temple qui va être assailli de toutes parts par des hordes de monstres. Chaque gardien a un pouvoir spécial. Le but du jeu, c'est de tenir toute la durée du paquet de cartes monstres. À la fin du dans les dernières cartes du paquet de cartes monstres, il y a une carte aube qui annonce la fin de la partie. Il faut tenir jusque-là sans que tous les gardiens soient tués ou que le temple s'effondre sous les assauts des monstres. En termes de mécanique de jeu, donc les monstres sont représentés par des cartes et les gardiens vont lancer des dés. Et ces dés vont permettre de faire différentes actions, principalement attaquer les monstres en obtenant les bons symboles sur les jets de dés, mais aussi se déplacer, faire des combinaisons de dés pour bloquer certaines lignes, utiliser des pouvoirs spéciaux propres à chaque gardien, etc. Ok, et c'est des parties à peu près de combien de temps ? De 30 à 45 minutes. Comment est née l'idée de ce jeu et il y a combien de temps ? Alors en fait, ça date un petit peu. Le premières ébauches, je crois, date de 2013-2014. Et le thème d'origine n'était pas médiéval fantastique. Là, on est sur un thème médiéval fantastique, mais avant, c'était un thème historique militaire. Tout est parti d'un livre et d'un film, en fait, qui s'appelle en anglais Lone Survivor. Et c'est une mission de 4 Navy Seals de l'armée américaine en Afghanistan, qui sont une mission de reconnaissance qui tourne mal et où ils sont attaqués par des ennemis de partout. Et à la base, le jeu, le prototype, le tout premier prototype, il était sur ce thème-là. Alors, il y a eu 2 raisons pour lesquelles finalement on a changé le thème. La première, c'est que comme c'est une histoire vraie avec des personnes réelles, il fallait obtenir une autorisation de la Lone Survivor Foundation qui s'occupe de la mémoire de ces individus. D'accord. Et j'ai pas obtenu cette autorisation parce que le sujet était trop sensible. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième, c'est simplement pour une raison de public cible aussi. C'est qu'avec l'éditeur, donc Funforge, on pensait qu'un thème médiéval fantastique, un peu, et même un petit peu cartoon comme il est devenu, était plus fédérateur, on va dire, qu'un thème sur l'histoire militaire, oui, qui va plutôt être un marché de niche, quoi. Il s'est passé combien de temps, finalement, entre ton début d'idée et le début du travail éditorial ? Le jeu a été signé en 2017 ou 2018. Il y a dû avoir 3-4 ans, voilà. Et après, même après la signature, il restait quand même un peu de travail de développement à faire. Et sachant que le jeu a beaucoup évolué pour arriver à cette forme-là, qui est un petit jeu de 30-45 minutes, il a été question de le rendre beaucoup plus complexe avec de l'équipement, des familiers pour chaque gardien, etc. Et finalement, on a fait le choix d'une formule plus simple, plus accessible et aussi plus courte. C'est un jeu qui se joue assez rapidement. On ne va pas le sortir pour une partie d'1 à 2 heures, quoi. Oui, l'idée de départ, c'était de toucher un public un peu plus familial, moins expert, peut-être, comme tu l'avais peut-être une idée au départ. Oui, je pense qu'au départ, il était plus expert. Il était peut-être un peu trop expert par rapport à ce qu'on attendait Funforge. On l'a retravaillé de manière à ce qu'il soit plus accessible. Il y avait peut-être l'idée de départ du jeu narratif avec une campagne. C'est quelque chose qui avait été envisagé aussi, effectivement, une campagne évolutive, etc. Alors, c'était plus compliqué à mettre en place. Donc, finalement, on ne l'a pas fait. Alors, je ne sais pas si on le fera un jour dans une extension ou j'en sais rien. Là, c'est que de la spéculation. Mais pourquoi pas ? Ça pourrait être intéressant à faire. Toi, dans ta tête, tu as déjà des idées, a priori ? Oui, moi, j'ai toujours des idées. En fait, j'ai déjà des idées qui restent du développement parce qu'en fait, quand on développe un jeu comme ça, on a aussi des idées qu'on doit abandonner en cours de route, qu'on met de côté. Mais elles sont toujours dans mes fichiers, donc elles peuvent ressortir un jour. Il y a plein d'idées de monstres, de cartes, de gardiens, etc. qui sont de côté et qui pourraient venir étoffer le jeu s'il y a de la demande, s'il y a le besoin s'en fait sentir. Voilà. Oui, parce que là, il y a certains personnages de base. Combien de base des personnages ?
personnages? Alors il y a 4 gardiens de base, c'est Ok. pour de 2 à 4 joueurs, donc il y a 4 gardiens de base, il y a une huitaine de monstres différents, mais on pourrait en imaginer beaucoup plus, quoi. Voilà. On pourrait imaginer d'autres pouvoirs, d'autres monstres, d'autres façons de jouer, etc. C'est ce qui est difficile, ce que j'ai découvert en tant qu'auteur, et beaucoup d'auteurs l'ont confirmé, c'est qu'il faut être capable de s'arrêter à un moment, de dire bah, le jeu, voilà, il est comme ça, il est fini. Sinon, on a toujours envie d'ajouter quelque chose et parfois on perd en simplicité, quoi. Oui, parce que mine de rien, donc depuis 10 ans, tu travailles sur ce projet. Ouais, presque. Alors après, c'est pas 10 ans de travail en continu, c'est-à-dire que les tests, c'est toujours pareil. Il y a eu beaucoup de tests, mais c'est des tests, c'est sur une soirée, c'est des fois, il y a 2 semaines, 3 semaines sans test, et puis on y revient. Voilà, donc c'est plutôt en pointillé, c'est un travail en pointillé, le travail d'auteur. Oui, c'est ça. C'est pas du plein temps, mais en tout cas, il doit y avoir toujours une idée dans la tête. Enfin, j'imagine, c'est un Oui, peu oui, comme bien ça. sûr. Bah, puis après, c'est juste, il faut trouver le temps de dire bon, bah, ce soir, j'aimerais bien faire des tests, j'aimerais bien développer le jeu et tout, donc on travaille un petit peu. Mais oui, c'est toujours sous-jacent, on a toujours des petites idées qui traînent. Voilà. Est-ce que tu avais à un moment donné une idée de frénésie, un peu plus, par exemple, timé ou ce genre de choses? Par exemple en temps réel Ouais, par exemple, ouais. Alors j'y avais pensé. Alors c'était pas sur tout le jeu, c'était sur certains événements qui sortaient des fois. Parce qu'il y a des événements dans le jeu qui vont amender, faire modifier la manière dont on joue. Et il y avait un des événements qui disait que ça passait en temps réel, un autre qui interdisait de communiquer et tout. Ça rendait la partie extrêmement difficile. C'est des mécaniques de jeu, les familles ou les joueurs pas si experts sont pas forcément satisfaits, enfin heureux d'avoir ce genre de twist en cours de jeu, quoi. Encore une fois, tu t'es modéré, quoi. Voilà, exactement. Ouais, c'est ça, c'est vraiment le terme, se Oui, modérer. oui, c'est exactement ça. Ok. Et alors, aujourd'hui, donc on arrivera pratiquement à la version finale. Oui. Comment ça a évolué aussi en termes de direction artistique au niveau de l'illustration? Parce que ça aussi, c'est important. Et est-ce que ça, du coup, toi, tu as pu suivre ces étapes? En plus, tu as travaillé quand même aussi chez Funforge, donc tu sais comment ça marche. Oui, alors il y a eu je dirais qu'il y a eu 2 grands courants sur ce jeu. Il y a eu un courant un peu cartoon, des illustrations un peu goofy, un peu cartoon, dans un premier temps. Et après, ils ont fait un test avec des illustrations beaucoup plus sinistres, beaucoup plus sérieuses, quelque part un peu avec des monstres vraiment effrayants, plutôt enfin dessinés. Presque réaliste, si je peux dire ça pour un monstre. D'accord. Et finalement, on est revenu à la version cartoon. Toujours pareil pour cette histoire de public et tout. Et je trouve qu'elle fonctionne bien. Effectivement, ça s'adapte à tous les publics. On a aussi eu plusieurs versions de la couverture, par exemple. Il y avait une version qui était visible à Cannes, par exemple, qui était très sombre. Oui. Avec juste un ray de lumière. Alors c'était sympa aussi, mais ça attirait moins l'œil. Je crois que je préfère aujourd'hui la version qu'on a maintenant, qui est plus dynamique, très colorée, très presque jeu vidéo en fait, et je pense que ça marche bien. Oui, je suis entièrement d'accord. Enfin, en tout cas, moi j'ai vu la version à Cannes aussi, on nous avait présenté, et c'est vrai que la version là, tout de suite, elle est très très convaincante. Enfin, je trouve que... Ouais, les illustrations sont très belles. Je suis vraiment satisfait du travail qui a été fait là-dessus, tant en termes d'illustration que de maquette, de graphisme. Je trouve que ça fait un beau résultat. Ça fait plaisir de voir le jeu arriver comme ça. Bah oui, je veux bien croire. D'autant plus, voilà, pour un auteur, voir sa version finale arriver, c'est Oui, d'autant plus satisfaisant. Alors, c'est ton premier jeu? C'est mon premier jeu édité, effectivement. Oui. Voilà. Alors, ça fait quoi alors aujourd'hui? Bah, ça me fait plaisir. Après, moi, je suis dans le milieu du jeu depuis une quinzaine d'années, si je compte que les années professionnelles, parce que je jouais déjà avant. Le fait de voir un jeu se concrétiser et être édité, c'est vrai que ça fait plaisir, et de voir les joueurs autour qui prennent du plaisir, qui sont à fond dans le jeu, qui vivent une vraie expérience. Ouais, c'est une belle récompense déjà. Oui, parce que là, forcément, tu es en démonstration tout le week-end, donc tu vois directement les retours des joueurs. Et alors, qu'est-ce qu'on te dit, les premières... voilà, qu'est-ce que tu constates autour de la table? Alors, moi, j'aime bien constater le fait que les joueurs s'investissent vraiment dans le jeu, cherchent des solutions quand ils doivent sauver un personnage, quand ils doivent repousser un monstre, ou manifestent leur joie, ou même leur déception des fois quand les dés font pas ce qu'ils veulent, ou les cartes qui sortent vont pas comme ou à l'inverse, quand les dés leur donnent vraiment un bon résultat et qu'ils arrivent à sortir cet ennemi qui les gênait, et des fois il y a des cris de joie autour de la table, ça fait plaisir, c'est vrai. Ça, quelque part, c'est aussi pour ça que j'aime bien faire ça, parce que je trouve que c'est voir les gens jouer autour de sa création, bah, c'est quand même assez gratifiant, c'est chouette. Et c'est vrai que toi, tu as un métier de l'ombre quand même. On va en parler. Voilà, tu es traducteur dans le milieu du jeu de société. Donc depuis combien d'années maintenant? Alors, moi, je suis indépendant depuis 2017-2018.
première vraie année d'indépendance, c'est 2018. Voilà, donc pour le coup, c'est un métier très solitaire, j'imagine. Voilà, Ouais. où on est derrière son écran et ses recherches aussi personnelles pour traduire. Donc forcément, j'imagine qu'être en contact avec le public sur un jeu, ça doit être d'autant plus satisfaisant. Oui, moi c'est pour ça aussi que j'aime bien faire les salons. Il y a des gens qui sont pas fans de ce genre d'événement, mais moi, en tant que traducteur, et effectivement, c'est un métier où je travaille seul. Bah, le simple fait de sortir, de voir autant de joueurs, bah, ça me fait plaisir, quoi. C'est chouette, surtout dans ce milieu-là. Alors, avant qu'on revienne sur la traduction, je m'étais noté que tu avais participé à un escape game ou tu avais travaillé sur un escape game, non, à une époque, ou c'est pas une bonne info? Si, alors, travailler sur j'ai créé pour des amis des escape games, mais c'est toujours resté dans le. Ah oui, alors effectivement, non, c'était un recueil d'escape game, effectivement. C'était une petite boîte qui était sortie. Alors, je ne sais plus chez quel éditeur c'était, mais c'était vraiment. Type Murder Party, quelque chose comme ça. Oui, c'est ça, c'était quelque chose comme ça, voilà. Et oui, effectivement, c'était une co. C'était un co-autorat, on était plusieurs. Et après, c'était pas sorti dans le circuit classique de mémoire. Ça n'a pas fait beaucoup de bruit comme sortie. Mais c'était une première petite expérience. C'était une première expérience, effectivement. Alors, donc tu as été traducteur notamment chez Funforge et ensuite donc tu t'es lancé en auto-entrepreneur, c'est ça? Donc là, Oui. tu as Transludis depuis, tu m'as dit, Depuis 2017, ouais, on peut dire 2017. Alors là, tu en es à combien de jeux traduits et combien de peut-être maisons d'édition avec lesquelles tu travailles? Alors, je dois travailler maintenant avec une quarantaine de maisons d'édition différentes et je crois que je suis autour de 420 jeux traduits, jeux et extensions. En fait, il y a 420 missions depuis 2017. Oui, t'as pas chômé quand même. Non, voilà. J'ai calculé que j'étais entre 80... Je fais 80 missions par an à peu près. D'accord. Donc quand je dis une mission, des fois c'est un jeu, si c'est un gros jeu, ça va prendre 3 semaines, un mois. Mais ça peut être juste une petite relecture ou un jeu de traduction d'une extension d'un feuillet recto verso. Ça, c'est fait en moins d'une demi-journée. Donc voilà, c'est très... c'est variable, c'est très variable, suivant voilà. les missions. Il n'y a pas vraiment de temps moyen pour traiter un jeu. Ça dépend vraiment de son contenu et puis sa complexité, voilà, j'imagine aussi. Exactement. Tu traduis en quelle langue? Alors moi, je traduis à 90% de l'anglais vers le français. Et un peu, les 10% restants, c'est peut-être même 5, c'est de l'allemand vers le français. D'accord. Mais maintenant, même les jeux allemands fournissent des masters, donc des documents de travail en anglais. Ce qui fait que même les jeux allemands, j'ai traduit de l'anglais vers le français. Je m'appuie sur l'allemand quand j'ai une incertitude en anglais. C'est bien d'avoir la VO pour regarder. Mais le plus efficace, c'est quand même d'avoir l'auteur ou l'éditeur sous la main pour leur poser la question. Donc, tu es plutôt sur la localisation en fait en France et non pas l'inverse. Ouais, en général. Ça peut t'arriver ça m'arrive, mais c'est de plus en plus occasionnel. Je le faisais plus avant que je ne le fais maintenant. D'accord. Alors, est-ce que tu peux me donner des noms de jeux comme ça que tu as traduits récemment? Parce que là, ça en fait quand même pas mal. Oui, alors moi, je travaille beaucoup avec Super Meeple, par exemple. Donc récemment, chez eux, j'ai traduit Ark Nova. Ok, un gros boulot. Voilà, il y a son extension qui arrive bientôt d'ailleurs, ça c'était aussi un travail important. Chez eux, j'ai aussi traduit Pagan, un jeu de joueurs, c'est pareil, avec beaucoup de cartes, avec beaucoup d'effets. Très bien ce jeu. Après, j'ai travaillé aussi sur Shards of Infinity, ça c'est chez Yellow, c'est un deck building avec 4 extensions de mémoire, 3 ou 4 extensions, c'était assez fourni. Je travaille beaucoup avec Gale Force 9, qui est distribué par Matago. Donc Gale Force 9, c'est le jeu Aliens, encore une jolie journée de soleil. C'est beaucoup de travail et de recherche aussi, parce qu'en fait, comme la traduction existe plus ou moins déjà dans le film Aliens, c'est important de voir le film et de chercher les expressions, les termes consacrés pour réutiliser les mêmes dans le jeu. Ok, ça, oui, bien sûr, que important. le public s'y retrouve. Ouais. Exactement. Okay. C'est eux aussi, Gale Force 9, qui avait fait toute la série des Dunes, pas Dune Imperium, ça c'est pas moi qui l'ai traduit, c'est chez Lucky Duck Games. Mais Dune qui était basée sur le film, qui utilise les visuels du film de Villeneuve, et aussi la version d'avant, un vieux jeu qui a été réédité en 2019, qui a été retraduit. Okay. Bon, là, j'ai travaillé là-dessus aussi. Alors, j'allais dire, c'est un gros boulot de recherche, comme tu viens de le dire, là, par exemple pour un film, mais par exemple pour Ark Nova ou ce genre de jeu, il faut aussi se documenter sur peut-être le vocabulaire spécifique parfois. Oui, certains, en fait, la nature, les animaux, ou d'autres domaines. Enfin, je pense que c'est très vaste, mais si tu veux faire un jeu plus sport et scientifique aussi, sur finalement des mots un peu experts. Ouais.
Oui, tout à fait. En fait, c'est important c'est pour ça que c'est aussi un métier de l'ombre, comme tu disais tout à l'heure. C'est qu'il y a une partie du travail de traducteur, c'est pas de la traduction, c'est de la recherche. Et selon le projet, ça peut être de 20 à 30% du temps consacré. Ou typiquement, effectivement, un jeu comme Ark Nova, il va falloir aller chercher animal par animal. Donc, il y en a 200. Comment se dit ce mot-là? Ça ne s'invente pas, c'est-à-dire que c'est un mot consacré, c'est une dénomination scientifique. Donc, par exemple, un pélican à lunettes, c'est un pélican à lunettes. Il faut savoir que ça s'appelle comme ça. Ça ne s'appelle pas du tout comme ça en anglais. D'ailleurs, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais ce n'est pas ce nom-là. Donc voilà, il faut aller chercher les équivalents. Ça va être de la recherche documentaire. Mais des fois, comme je disais, pour les films, ça va être de la recherche thématique. Par exemple, quand j'ai traduit Nemesis, le premier Nemesis chez Funforge, j'avais aussi été chercher dans des films, parce que c'est clairement inspiré de la licence Alien, mais sans utiliser de la licence, pour avoir un peu, qu'est-ce que c'est une torche plasma, par exemple, des trucs comme ça, on va réutiliser des termes un peu consacrés de la science-fiction. C'est un autre type de recherche, mais c'est une partie importante du boulot, travail aussi. Ouais. Tu connais un sacré paquet de règles, du coup. Oui, alors du coup, effectivement, il y a déjà celles que je traduis, et puis même, je pense que faire ce métier-là, et dans ce domaine-là, il faut de toute façon s'intéresser aux règles du jeu. Traducteur, c'est traducteur-rédacteur aussi. Hein. C'est-à-dire qu'on traduit une règle, mais on la rédige aussi. C'est-à-dire que ça fait partie de la traduction. C'est pas juste prendre l'anglais, le transmettre en français et point barre. On fait en sorte que le lecteur français comprenne très rapidement, du premier coup idéalement, si ils comprennent le jeu, quoi. C'est-à-dire que des fois les phrases en anglais sont pas très bien formulées, on n'hésite pas dans ce cas-là à reformuler avec l'accord de l'éditeur toujours. Moi je propose qu'on rédige ça comme ça, l'éditeur dit ouais c'est plus clair, on fait ça, ou alors non on touche pas, on laisse la structure anglaise, chacun a ses consignes. Moi j'aime bien pouvoir reformuler, quitte à des fois changer l'ordre de certains paragraphes ou de certaines phrases. L'important c'est quand même le sens, quand même, au bout c'est du le plus important. En fait, il faut bien comprendre que s'il y a une erreur ou une imprécision dans la version anglaise, il ne faut pas fidèlement la retranscrire dans la version française. Il faut contacter l'éditeur d'origine pour lui dire il y a une erreur ou il y a un truc qui n'est pas clair. En français, je vais l'écrire de manière plus claire. Voilà, enfin, il faut l'améliorer en fait. Voilà, et c'est très important pour une règle de jeu que ce soit le plus nickel possible pour minimiser le risque de mauvaise interprétation. Et ça t'est arrivé comme ça de détecter des erreurs, peut-être de règles ou des incompréhensions? Bien sûr, c'est très fréquent. C'est beaucoup plus fréquent qu'on croit. Et ça me permet aussi de passer un petit message pour les joueurs. C'est que des fois, il ne faut pas forcément avoir ce réflexe d'aller chercher dans la VO pour dire la VO a toujours raison. Parce qu'en fait, ce qui arrive, c'est que parfois, la version originale va avoir une imprécision, voire carrément une erreur qui n'a pas été détectée. Et finalement, on va tomber sur une VF qui est différente. Mais il arrive que le traducteur se soit mieux renseigné et surtout, il profite d'un retour. Parce que la VO, des fois, c'est la première édition, c'est sorti. Les joueurs ont fait des retours. La VF arrive après, profite des retours des premiers joueurs et arrive à corriger directement. Mais peut être amélioré, quoi. Du coup. Et c'est vrai que souvent, ça peut arriver en tant que joueur de se dire oh là là, je comprends rien à cette règle parce qu'il doit y avoir une erreur de traduction. Et ça, c'est parfois peut être rédhibitoire ou alors ça pose plein de questions. Et alors, c'est encore pire. Bien sûr, mais il arrive qu'il y ait des erreurs de traduction. Hein. Ça peut arriver. Et c'est important de faire très attention, justement, à ne laisser aucune coquille sur un travail de traduction. Parce qu'il suffit qu'il reste une coquille quelque part. L'exemple que je prends souvent, c'est un dictionnaire. Si tu laisses une coquille dans un dictionnaire, en fait, tu peux avoir le doute sur tout le reste du dictionnaire. Oui, c'est sûr. Puisqu'il y a que c'est faux à cet endroit. Alors, pourquoi ça ne serait pas faux ailleurs ? Oui, ça met tout de suite en doute la confiance, quoi. Voilà, et c'est pour ça que parfois on va se dire non, mais c'est forcément une mauvaise traduction, il y a une erreur, machin, donc toute la règle est achetée. Bon, voilà, c'est un peu extrême comme cas de figure, mais voilà. Et est-ce que quand tu traduis un jeu, tu le testes nécessairement aussi pour le jouer ou pas forcément? Alors le plus souvent possible, quand c'est possible, oui. Parce que aujourd'hui, on peut le faire avec notamment Tabletop Simulator, qui est un logiciel que j'utilise pas mal avec certains éditeurs. Et ça me permet de faire une partie de démo. Alors, c'est pas avec le vrai matériel entre les mains, mais c'est toujours mieux que rien. Et donc, comme ça, on peut jouer, on peut faire un début de partie, voire une partie complète si on peut. Sinon, des fois, c'est pas possible. Des fois, les éditeurs sont pressés, n'ont pas le temps de me proposer de faire une partie. Donc, je considère que je suis assez joueur pour, à la lecture de la règle, à peu près voir comment ça tourne.
Maintenant, il faut faire attention. Des fois, quand j'ai un doute, je suis obligé de demander à l'éditeur donne-moi un exemple concret de ça, parce que là, je vois pas comment ça marche. Et avec un exemple concret, du matériel, des photos, un PDF, ça aide quand même à traduire proprement, quoi. Alors effectivement, j'imagine que tu es déjà un grand joueur toi-même depuis plusieurs années, sans doute. Quel type de joueur tu es, justement? Je ne sais pas si j'ai un profil... Moi, j'aime bien les jeux à l'allemande, ce qu'on appelle les... Jeux de gestion, quoi. Ouais, voilà, jeux de gestion, Eurogame, tout ça. C'est un profil de jeu que j'aime bien. Mais après tout, je pense que je refuse rarement une partie d'un jeu que je ne connais pas, juste pour découvrir. Des fois, ça me plaît, des fois, ça ne me plaît pas. Des fois, c'est un jeu qui est complètement améritrash, avec des lancers de dés dans tous les sens. Et puis finalement, on s'amuse. Donc, t'es curieux, t'es ouvert. Voilà, disons que par défaut, je vais avoir plus confiance dans un jeu de gestion, parce que c'est plus proche de l'expérience de jeu que j'aime bien. Mais en vrai, je suis assez ouvert à pas mal de types de jeux différents, quoi. Ok. Est-ce qu'il y a déjà d'autres projets en cours? Là, je reparle à l'auteur, pour le coup. Est-ce qu'il y a d'autres projets en cours? Il y a déjà des idées qui germent, il y en a peut-être déjà bien abouti. T'en es où, là? Ouais, alors bien sûr, j'ai plusieurs idées de jeux, finalement. J'ai un jeu qui est un gros jeu, c'est un 4X spatial, que je suis en train de montrer à des éditeurs. Okay. Il a pas mal tourné sur Tabletop Simulator déjà avec des amis, avec des inconnus. J'avais présenté l'année dernière ici au Jeu de demain, à Paris Ludique au Jeu de demain. Okay. Ça s'appelle Off-World Empires. D'accord. Et donc il cherche son éditeur en ce moment. Ça, c'est un jeu sur lequel je fonde beaucoup d'espoir. J'ai beaucoup travaillé dessus parce que les moindres tests, ça dure 2 ou 3 heures parce que c'est quand même un gros jeu. On est sur du gros jeu. Là, on va vers l'expert, là? Là, oui, là, on est clairement sur de l'expert. C'est un jeu expert, voilà. Donc ça, c'est peut-être le plus abouti parce qu'il y a un prototype prêt et qui tourne déjà chez les éditeurs. Mais j'en ai au moins 2 autres. J'en ai un qui est sur la Seconde Guerre mondiale, un jeu de deck building avec du placement sur plateau, donc d'occupation de plateau majorité dans un setting Seconde Guerre mondiale. D'accord. Celui-là, il n'a pas beaucoup tourné pour l'instant. Il est encore un peu confidentiel. Tu reviens un peu sur la guerre, là. Un petit peu, ouais. On m'a déjà fait la remarque. On dit, tu vas finir par le faire, ton jeu sur la guerre. Ouais. Et un autre qui est vraiment à l'état de projet de base, c'est sur la conquête spatiale. Et pour le coup, c'est pas de la science-fiction, ce serait plutôt de l'histoire et de l'anticipation. Okay. C'est en gros la conquête spatiale de 1950 à 2050. Donc ce qui n'est pas encore fait, il faut l'anticiper, quoi. D'accord. Voilà, et ça c'est un projet, c'est vraiment là pour l'instant une ligne directrice, mais il n'y a pas de... Le prototype n'est pas encore au point, quoi. Ça fuse pas mal encore. Donc oui, bien sûr, on a toujours des idées de toute façon. Ouais, et puis alors j'imagine qu'en voyant, effectivement, en traduisant énormément de jeux comme tu le fais, ça doit aussi nourrir quelque part. Oui, bien sûr. Alors c'est toute la difficulté parce que quand on côtoie beaucoup de jeux, on se crée une culture du jeu. Mais par contre, il faut faire très attention justement de ne pas se retrouver à faire de la copie sans s'en rendre compte. Parce que ça, c'est très compliqué. Alors, c'est le problème de beaucoup d'auteurs, j'imagine. Mais les mécaniques de jeu originales, il y a des emprunts, il y a beaucoup de jeux qui empruntent à gauche, à droite. Et je pense que c'est un peu instinctif. Oui, on peut s'inspirer. On peut s'inspirer d'eux, voilà. S'inspirer d'eux, soit par une thématique, soit par une mécanique qu'on a vraiment envie de faire. Mais voilà. Après, l'idée, c'est de quand même réussir à avoir une patte suffisamment différente pour que ce soit original. Je veux bien croire. Ok. Bah, écoute, je te souhaite bonne chance avec déjà Rune Masters et ensuite les prochains jeux à venir. Voilà, je te souhaite qu'on reparle peut-être prochainement de ton jeu spatial, j'espère. Oui, on va voir. Hein. Alors, je te propose, avant qu'on se quitte, de faire un petit portrait chinois. Voilà, donc trois questions pour en savoir plus un peu sur ton côté ludique. Donc, si tu étais un mode de jeu, tu serais plutôt solo, coopératif, compétitif, peut-être même semi-coopératif. Qu'est-ce qui te définit ? Je pense que je serais coopératif. D'accord, donc on est sur le Rune Masters là, pour la première. Oui. Ok. Si tu étais une mécanique de jeu, qu'est-ce qui plutôt te définit comme mécanique de jeu ? Du draft, du rôle caché, du... Un deck building. Ok. Un deck building. Et pourquoi ? Parce que tu aimes construire les choses, les améliorer ? Oui, en fait, ce système, ce côté, je vais commencer petit pour après prendre quelque chose passer à une étape supérieure qui me permettra de passer à l'étape supérieure et ainsi de suite. Et quelque part, c'est un peu comme ça que j'ai construit aussi mon travail et aussi, je l'espère, les créations d'auteurs que je fais. D'accord. Et alors, si tu étais un illustrateur de jeux de société,
qui tu serais? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui te vient en tête? Je pense Jérémy Fleury, Trèfle Rouge. J'aime beaucoup son travail. Je trouve que on le voit pas forcément beaucoup dans le milieu du jeu, mais voilà, il a un style de dessin que j'aime beaucoup. Ok, cool. Et donc dernière question, si tu avais quelqu'un à me conseiller pour une prochaine interview sur le podcast, qui tu pourrais voir à mon micro? Pourrais entendre plutôt, bien sûr. Comme auteur Ouais, auteur, illustrateur, un éditeur, un directeur artistique, dans le monde du jeu de société. Là, je sèche un petit peu. Dans le carnet d'adresse, mon carnet d'adresse, Oui, je sais pas. Si je pense à François Bachelard, qui est le patron de la jeu de société Nostromo Édition. Ah oui. Qui est un Toulousain. Ok. Voilà. D'accord. Voilà. Écoute, pourquoi pas. Je prends note. Écoute, je te remercie beaucoup pour cette interview et je te propose de conclure par la phrase habituelle que l'on entend sur la chaîne et le podcast. Alors, à Rune Masters, tu joues ou quoi? J'espère que cette interview d'Antoine Prono vous a plu. C'était la dernière de cette première saison. Si vous prenez plaisir à écouter ce podcast, parlez-en à vos amis joueurs. J'en profite pour vous remercier, et plus particulièrement les auditeurs fidèles et ceux qui me laissent des commentaires sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite de joyeuses fêtes et je vous retrouve dans quelques semaines pour démarrer ensemble une nouvelle saison. En attendant, jouez bien!